Est-ce qu'investir est réservé uniquement aux personnes qui gagnent beaucoup d'argent? C'est ce qu'on va voir en analysant le patrimoine qu'une abonnée nous a envoyé, un patrimoine assez atypique puisque cette personne gagne 560 € par mois grâce à des aides sociales et sur ces 560 €, elle arrive à investir 250 € par mois. Donc on va analyser ensemble son budget, on va voir son portefeuille financier, qu'est-ce qu'elle a en portefeuille, qu'est-ce qu'elle a en patrimoine et aussi on va voir si elle va pouvoir atteindre ses objectifs qui sont 2000 € de rente mensuelle et 600 000 € de patrimoine final. Donc cette personne, on va l'appeler GH, c'est son prénom fictif, elle a 50 ans, elle est sans profession, donc elle a des revenus de 6 720 € par an, 560 € par mois, et elle a un patrimoine net, donc sans dette, de 242 619 €. Pour rappel, si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, vous pouvez télécharger ce tableur gratuitement, c'est le premier lien en description. En plus de ça, vous aurez des insights un peu sur votre patrimoine, donc ça peut être assez sympa à faire même tout seul. Donc c'est un profil vraiment atypique, elle a travaillé une quinzaine d'années non-stop, puis elle a fait un burn-out avec toutes les conséquences possibles, perte de logement, déclassement social, isolement. Elle n'avait aucune connaissance financière ni son entourage et donc elle a comblé ses lacunes concernant la finance et elle ne souhaite pas retourner dans la vie professionnelle parce qu'elle privilégie son temps, sa santé et une vie simple. Elle est célibataire, elle est sans enfant et elle a un chien. Donc c'est à noter, peut-être qu'on le retrouvera dans le budget. Donc elle s'est occupée d'une maison familiale le temps de la vendre en juillet 2022 et elle a généré environ 100 000 €. Depuis, elle s'occupe de son éducation financière et elle vit sobrement. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur un profil qui pratique le frugalisme. Vous verrez après dans son budget, il y a vraiment peu de dépenses. Le frugalisme, c'est un mode de vie qui consiste à vivre de peu, à épargner le plus possible, donc à dépenser aussi le moins possible, pour aussi essayer de vivre mieux, de travailler moins. Donc ça, c'est le frugalisme et certains vont carrément se priver. Moi, c'est vraiment pas dans mon optique de se priver, surtout tant qu'on est encore en bonne santé. Le but, c'est de se faire plaisir aussi aujourd'hui, de profiter, mais aussi de mettre pour plus tard, d'anticiper son avenir, de faire fructifier son patrimoine, de se créer des revenus passifs, de se libérer du temps, évidemment, sans pour autant se priver de manière extrême aujourd'hui. Elle vit dans un logement social et ensuite, elle fait ses courses et elle a des loisirs réduits. Ses dépenses courantes sont couvertes par l'ASS. C'est une aide qui s'appelle l'allocation de solidarité spécifique. Elle est attribuée sous certaines conditions. Donc il faut être demandeur d'emploi, il faut avoir une activité antérieure, donc il faut avoir travaillé au moins 5 ans au cours des 10 ans avant la fin de votre dernier contrat de travail. Et puis il y a un plafond de ressources, il ne faut pas gagner plus de 1330,70 € par mois. Il n'y a pas d'âge minimum et donc le montant de l'ASS c'est 570 € par mois. Côté immobilier, elle a uniquement une part en nue propriété sur un appartement familial. Donc nue propriété, pour rappel, ça veut dire qu'elle en a la propriété mais qu'elle n'a pas l'usufruit. Donc elle peut pas vivre dedans, elle peut pas louer, percevoir les loyers. Donc elle souhaite 2000 € par mois, 600 000 € de capital et elle souhaite sortir de cette précarité. Son objectif ensuite c'est d'atteindre 50 000 € sur le PEA d'ici la fin de l'année via mes trades. Alors ça me fait un petit peu red flag dans ma tête. Attention à pas trader, à pas spéculer sur les marchés. L'investissement en bourse, c'est de l'investissement long terme. Donc, c'est pas via des trades qu'on va gagner de l'argent. C'est au contraire en restant investi et en minimisant justement ces mouvements, en minimisant ces trades. Donc, elle dit qu'elle fait des trades de temps en temps. Donc, ça, faut vraiment faire attention. Il faut bien mesurer sa performance pour être sûr de pas vraiment perdre de l'argent et trop sous-performer les marchés. Il y a une grosse probabilité de perdre de l'argent en faisant cela, donc c'est plutôt déconseillé. Alors elle a quelques questions, donc comment elle peut faire pour faire fructifier son patrimoine au mieux et de façon optimisée fiscalement? Donc ça, on va voir ça ensemble. Ensuite, elle a la chance d'être sur Boursobank, donc c'est effectivement parmi les meilleures banques en ligne, parmi les meilleurs PEA, plan épargne action, et il y a aussi une bonne assurance vie dessus. Donc pas mal d'outils de suivi bien faits. Ils viennent de lancer 2 SCPI en direct avec Sophie Dynamique, qui me semble pas mal. Alors ça, on en reparlera des SCPI, et notamment des SCPI Boursobank, on va analyser ça ensemble. Et ensuite, son assurance vie étant bien remplie, je pensais éventuellement la nantir en partie afin de faire de la SCPI maison via un emprunt
ou de l'immobilier locatif. Qu'en pensez-vous? Alors, nantir son assurance vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, la mettre en collatéral pour ensuite faire contracter un emprunt. Donc, effectivement, ça peut être une bonne solution, avoir vraiment les conditions du nantissement et à voir donc si ça permet d'emprunter à des conditions avantageuses, sachant qu'effectivement, comme elle n'a pas de CDI, elle n'a pas de revenus professionnels, rien qu'avec l'ASS, ça va être extrêmement compliqué d'emprunter à la banque. Et donc, le fait de nantir son assurance vie, donc de la mettre en collatéral, effectivement, ça peut aider le banquier à prêter de l'argent. Et puis, elle avait une question, comment optimiser au maximum fiscalement si je me lance dans une activité création de contenu? Donc ça, on peut y répondre tout de suite. Création de contenu, surtout au début, il n'y a pas beaucoup de charges, voire très peu de charges. Et donc, un bon statut, ça va être la micro-entreprise. Tout simplement, en plus de ça, c'est un statut avec peu de paperasse et peu d'administratif, même s'il y en a quand même un petit peu. Et les cotisations, ça va être 22%. Ça donne droit au régime général de la Sécu, ça donne droit à la retraite, ça donne pas le droit à la complémentaire. C'est pour ça que les cotisations vont bientôt passer à 26%. Et il y aura aussi donc la complémentaire pour la retraite. Donc, ça permet aussi de cotiser pour la retraite. Donc, pour ça, l'auto-entreprise, la micro-entreprise semble tout à fait adapté de prime abord, sans plus d'éléments en tout cas, c'est ce que je recommanderais. Donc, ces projets des rentes de 500 € mensuels minimum dans les 2 prochaines années. À moyen terme, elle voudrait 1000 € minimum et à terme, 2000 € de revenus suffisamment pour la retraite. Alors, concernant sa stratégie, on va l'analyser en détail, mais globalement, elle fait des versements mensuels de 208 € sur son assurance vie avec 50% fonds euros, 50% ETF Nasdaq. Donc ça, on va en reparler. Et puis, elle vient de mettre en place un virement de 150 € sur Trade Republic sur les cryptos et 2 valeurs US, Amazon et Microsoft. Donc, côté finances personnelles, elle gagne 560 € par mois avec l'ASS. Côté dépenses contraintes, on est à 310 € par mois. Globalement, il y a un loyer qui est extrêmement faible, 70 €. Donc, logement social, mais je pense que c'est plus qu'un logement social ici, à 70 € par mois. Ou alors, c'est vraiment, il y a vraiment une aide assez importante là-dessus. Alimentation, c'est 100 € par mois. Donc, vraiment, c'est très, très, très restreint. Eau, gaz, électricité, 40 € par mois seulement. Assurance et frais bancaires, 70 € par mois. Et puis, abonnement, internet, téléphone, 30 € par mois. Un budget donc très serré et des dépenses courantes, 10 € par mois d'habits, 6 € de transport, 19 € de loisirs et vacances, rien dans la santé et aucun abonnement. Et donc une capacité d'épargne de 215 € par mois, donc sachant qu'elle investit 358 € par mois donc en assurance vie et sur Trade Republic. Donc je pense qu'elle va piocher dans ses liquidités dormantes pour investir en plus donc de sa capacité d'épargne mensuelle. Alors côté patrimoine, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire parce que alors déjà on a un compte courant à 600 €, donc ça c'est plutôt bien géré, il y a peu d'argent qui dort. Limite, c'est peut-être pas assez en cas de coup dur ou d'aléa immédiat. Bon, on peut tout de suite faire un virement depuis son livret A. Bon, pourquoi pas finalement. Donc, des livrets réglementés comme le livret A, le LDDS ou le LEP à 24 500 €. Alors, elle l'a pas précisé, mais clairement quelque chose qui peut être intéressante dans son cas, c'est le LEP, donc le livret épargne populaire, qui permet d'investir jusqu'à 10 000 €, enfin de placer jusqu'à 10 000 €. Et actuellement, le taux est à 5% par an. Donc, c'est le meilleur livret réglementé qui existe. Si on y a accès, évidemment, il y a des limites, il y a des contraintes. Qui peut ouvrir un LEP? Donc, il faut être domicilié en France, évidemment. Mais il y a des conditions de revenus. Donc, pour une personne, il ne faut pas toucher plus de 22 419 €. Donc là, c'est le cas de GH, de notre abonné. Et donc, le LEP, si c'est pas fait, ça peut être une formidable idée pour placer son épargne, capital garanti, très disponible, très liquide. Attention, les banques en ligne, style Boursorama, ne le permettent pas, donc il faudra aller chercher une banque physique, style Crédit Agricole, BNP ou autre. Mais bon, ça vaut vraiment le coup d'avoir du 5% net, non fiscalisé. C'est quand même très intéressant. Donc, 10 000 € là, on pourrait prendre 10 000 € de ces livrets et le mettre sur le LEP. Ensuite, elle a un PEA avec 46 000 €, elle a un petit PEA PME de 2600 €, elle a un petit compte titre de 1000 €, elle a une assurance vie avec beaucoup d'argent, 166 000 €, dont 164 000 € en fonds euros. Donc là, elle a énormément de liquidités en fait qui dorment. Et puis, elle a un peu d'unité de compte et elle a un actif non coté à 1000 €. Donc peut-être qu'elle a investi dans une société, elle a peut-être acheté une part. Donc, ce qui lui fait un patrimoine de 242 000 €. Donc, quand on regarde un peu la répartition des actifs, on voit le fonds euro qui explose, 164 000 €. Et si on
Condense, en fait, si on met toutes les liquidités ensemble, elle a 189 000 euros en liquidité, donc qui rapporte pas grand-chose. Des placements très peu risqués, donc également très peu performants. Donc là, clairement, il y a quelque chose à faire ici, avec beaucoup de liquidités et seulement 52 000 euros de placement financier. Donc il y a clairement un arbitrage à faire si elle veut plus investir son argent, si elle veut plus faire fructifier son argent. Attention, évidemment, c'est une personne qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc c'est important, voire très important, de garder pas mal de liquidités en cas de coup dur. Lorsqu'on investit par exemple en bourse, c'est sur du long terme. Donc, il ne faudra pas ensuite venir piocher dans son portefeuille d'investissement. Donc, par rapport à quelqu'un qui aurait un CDI et où là, la recommandation pourrait être de garder 3 à 6 mois de dépenses. Là, pour ce profil avec donc peu de revenus, pas d'activité professionnelle pour l'instant, il faudrait garder plus pour faire face éventuellement à une situation compliquée un jour. En termes de portefeuille financier, donc elle a un PEA chez Boursorama et un PEA PME également, un compte titre Trade Republic et une assurance vie Boursorama Generali. Donc si on regarde d'ailleurs son assurance vie, c'est une assurance vie avec 0,75% de frais de gestion en unité de compte. Donc c'est pas la meilleure assurance vie du marché. On trouve des assurances vie avec 0,5% ici de frais de gestion en unité de compte. Donc ça, c'est des frais qui vont s'additionner et qui sur la durée peuvent coûter cher, même si ça reste une très bonne assurance vie. On voit que dans cette assurance vie, il y a 2 SCPI disponibles. Il y a 72 ETF et il y a en tout 583 supports. Il n'y a pas de frais de versement, donc ça c'est une très bonne chose. Concernant le fonds euro sur lequel elle a placé tout de même 164 000 euros, c'est un fonds euro qui a généré une belle performance en 2023, 3,10%. Ça fait partie des meilleurs fonds euros. Bon, les meilleurs ont quand même versé 4 à 4,5%. Par contre, les années 2022-2021, c'est vrai que ce fonds euro était quand même un petit peu en deçà des meilleurs fonds euros. Donc c'est pas la meilleure assurance vie du marché, mais elle fait quand même partie des meilleurs contrats. Donc en termes de placement, alors c'est un portefeuille pour moi qui est quand même mal diversifié, mal équilibré. On a du stock picking sur des actions françaises ici, Eramet et TEP, donc Téléperformance. On a du cash en plus dans le PEA, sachant que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait énormément de liquidités, rien qu'en prenant en compte le fonds euro et les livrets. Ici, on a donc du cash, donc des liquidités dans le PEA en plus qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Elle a ensuite un ETF PEA Monde, Amundi Distrib. Alors, je sais pas ce que c'est Amundi Distrib, parce que si c'est un ETF distribuant, il y en a plein sur Amundi, des ETF distribuants. Elle a ensuite un fonds Amundi Sérénité PEA, donc ça c'est un fonds monétaire pour suivre l'Ester, c'est le taux de référence au jour le jour calculé par la Banque centrale, et donc ça permet de rémunérer son cash avec très peu de risques. Ici on peut s'attendre à 3,6% actuellement par an sur l'Ester, qui veut tout simplement dire Euro Short Term Rate. Donc ce placement, il permet aussi, quand on a beaucoup de liquidité sur un PEA, de ne pas laisser cette liquidité dormir et de le faire travailler donc pour vous avec un marché monétaire très peu risqué. C'est quelque chose que de toute manière les banques font, c'est-à-dire que lorsque vous placez de l'argent sur un compte courant qui dort, qui ne sert à rien, sachez que les banques vont placer cet argent sur le marché monétaire, sur l'Ester par exemple. Donc les banques, elles vont toucher ce taux d'intérêt. En général, elles ne le vous redonnent pas, même si c'est votre argent, hein, sauf quelques banques. Par exemple, Trade Republic, j'ai vu que GH ici, l'abonné avait le compte titre Trade Republic. Eh bien, Trade Republic va vous reverser ces intérêts-là. Donc ça, c'est très intéressant. Malheureusement, la très grande majorité des banques ne le font pas. Donc si vous avez des liquidités qui dorment comme ça, effectivement, ça peut être une bonne idée d'avoir un ETF ou un fonds comme ça monétaire qui permet quand même de toujours un petit peu profiter, surtout quand on a un contexte de taux comme actuellement avec quand même un Ester qui a 3,6% par an. Et c'est vrai que ce patrimoine, moi je le trouve quand même mal équilibré, mal diversifié. En fait, on a un patrimoine où il y a beaucoup de liquidités. Il y a plus de 160 000 euros sur un fonds euro. Il y a 25 000 euros sur des livrets. Il y a en plus de ça du cash dans le PEA, 7 000 euros. Il y a même 4 000 euros sur un fonds monétaire, donc c'est presque assimilable à du cash. C'est très liquide et très sécurisé et ça rapporte pas grand-chose. Et de l'autre côté,
on a du stock picking, donc on a des deux actions, là typiquement Téléperformance et Eramet, qui pèsent énormément dans le portefeuille. C'est les deux plus grosses lignes du portefeuille. Donc il y a une grosse prise de risque ici sur ces deux actions. Et de l'autre côté, on a un portefeuille qui est très sécurisé avec beaucoup de cash. Et ça, c'est une erreur que font pas mal d'investisseurs, pas mal de débutants aussi. C'est de se dire, ben en fait, j'investis une partie de mon épargne, mais comme je prends beaucoup de risques, ben après, j'ai pas mal de cash, pas mal de liquidité. Ça, c'est le risque, c'est le piège. En fait, c'est un écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Au contraire, il faut avoir un portefeuille bien équilibré, c'est-à-dire des actions en bourse, des ETF, des choses comme ça qui vont aller chercher de la performance à long terme, mais aussi une partie d'obligations, de SCPI, d'actifs de rendement, d'actifs plus sécurisés qui vont quand même faire fructifier son épargne. Et puis ensuite, une partie aussi épargne de précaution, là très liquide et très sécurisée. Et en fait, moi, c'est comme ça toujours que je raisonne. 3 piliers, en fait, de l'investissement. Premier pilier, la stratégie court-termiste. Donc, vraiment, se sécuriser à court terme, générer aussi des revenus, générer des rentes avec certains actifs de rendement. Stratégie long-termiste, donc avec notamment la bourse, avec des ETF, où là, on va chercher de la performance pour 10, 15 ans, et c'est sur les meilleures classes d'actifs, finalement, les classes d'actifs qui vont être les plus performantes. Il y a la bourse, on pourrait parler aussi du private equity ou des choses comme ça. Et ensuite, troisième pilier, ce que j'appelle moi la sécurité financière, où là on va sécuriser son patrimoine, sécuriser aussi sa transmission de patrimoine, imaginons si on a des enfants, optimiser sa fiscalité, tous les à côté en fait d'un bon patrimoine, trop souvent oubliés malheureusement. Donc il y a beaucoup de gens qui font un peu comme ce patrimoine, ils prennent énormément de risques sur 20 000 euros et après ils ont presque 180 000 euros finalement de cash et de liquidité. Et donc on a un portefeuille 10% vraiment investi et avec une prise de risque et 90% sans aucune prise de risque. Ensuite un ETF Amundi India, donc sur l'Inde, encore une action donc Saint-Gobain. Et puis ensuite, on a des cryptos, on a 500 euros de Bitcoin, 500 euros d'Ethereum. Et là, on a deux nouvelles positions qui arrivent, Amazon et Microsoft. Attention aussi à ceux qui font du stock picking, donc qui essayent de surperformer les marchés en sélectionnant leurs actions. Très grosse probabilité de faire moins bien que le marché, de payer trop de frais, de payer trop de fiscalité. Là, je vois du Amazon, du Microsoft sur un compte titre. À chaque fois qu'on va vendre une ligne en plus-value, on va se prendre de la fiscalité. À chaque fois qu'on va percevoir un dividende, on va se prendre de la fiscalité. C'est pas la déclaration la plus simple, en plus la déclaration des dividendes étrangers, etc. Et au passage, c'est quand même deux actions qui sont quand même assez spéculatives. Téléperformance depuis décembre 2021 est dans une grosse perte là de 74% au niveau de son cours. Et puis Eramet, on avait eu une énorme bulle en 2008 qui a éclaté. Et si on regarde d'ailleurs la perte maximale, depuis le 31 mai 2028, les investisseurs sur Eramet ont toujours pas retrouvé le plus haut. Et sur Téléperformance, on est depuis décembre 2021 sur un moins 73%. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur ce patrimoine. Pourquoi pas arbitrer vers un peu plus d'ETF, mieux diversifier le portefeuille, avoir aussi plus de classes d'actifs, puisque là, on a quand même un patrimoine de 240 000 euros et on a vraiment beaucoup de cash à placer. Dans le même temps, on a un profil qui ne peut pas se permettre d'être trop offensif. Donc, je pense que des classes d'actifs comme des obligations, des SCPI, des choses bien réfléchies et des actifs aussi de rendement pour générer des revenus, ça peut être très intéressant. En tout cas, ici, on a vraiment un patrimoine avec beaucoup trop de cash et dans le portefeuille financier, on a vraiment un portefeuille très mal équilibré. Avec 45% donc en stock picking sur des actions françaises en plus, on a un vrai biais domestique, ici un biais de familiarité où on va investir sur des actions françaises alors que la capitalisation mondiale de la France c'est uniquement 3%. Ensuite on a beaucoup de cash, actions monde, on a du monétaire, on a actions Inde et puis on a des crypto-monnaies. Donc on a un portefeuille quand même qui est assez mal diversifié. Donc si on reprend ces objectifs, elle voulait se verser 2000 euros par mois à terme. Si on reprend un peu donc son allocation d'actifs, on peut voir ici donc le montant alloué. Si on prend un taux d'inflation à 2%, j'ai pris quelques taux prévisionnels pour différents placements, notamment 8% quand c'est de la bourse, donc c'est avant inflation, ça fait 6% net d'inflation, 3% pour le fonds euro, 1% donc net d'inflation,
Et donc aujourd'hui, elle a à peu près un taux d'appréciation de son patrimoine autour de 4,07%. Net d'inflation, si l'inflation est à 2, autour de 2,07%. Donc si elle continue d'investir son épargne, 215 € par mois j'ai pris, et que elle augmente un petit peu son épargne, j'ai pris une appréciation de 2% de son épargne par an, elle pourrait donc se lancer dans la création de contenu ou autre. Et bien au bout de 15 ans, en suivant donc la même allocation et en continuant sur cette allocation, au bout de 15 ans, son patrimoine pourrait monter à 429 000 € avec une projection très optimiste, 386 000 € avec une projection modérée et 335 000 € avec une projection assez mauvaise. Donc au final, avoir 600 000 € avec cette capacité d'épargne, ces investissements-là, pour l'instant, ça semble quand même assez compromis. Je pense que la création de contenu, ou en tout cas se lancer dans une activité professionnelle sans mettre en péril sa santé et donc notamment en faisant des choses peut-être qui nous passionnent, ça peut être une voie intéressante pour ce patrimoine parce que là effectivement ça manque de capacité d'épargne pour vraiment développer son patrimoine et atteindre ces objectifs là. Sachant aussi que du coup là on est sur un portefeuille aujourd'hui qui génère aucun rendement. Donc pour pouvoir se verser des rentes, soit on va procéder avec une stratégie optimisée de retrait dynamique sur son portefeuille boursier. Donc, on va pouvoir un petit peu retirer peu à peu sans que son portefeuille ne s'épuise. Mais là, il faut compter un retrait autour de 3% par an. Donc, si on a un portefeuille financier, si je reprends, on va dire le PEA, le PEA, au bout de 15 ans, aurait 117 000 €. Imaginons qu'elle se verse 3% de ce PEA par an. On est quand même loin des 2000 € par mois. On est à 3500 € par an et donc 294 € par mois. Donc on est assez loin de ça. Faudrait aussi donc, comme je disais, arbitrer vers plus actifs de rendement. Il y avait d'ailleurs la question, est-ce que les deux SCPI de chez Boursorama sont intéressantes? Donc sur Boursorama, on a accès à deux SCPI, Sophie Dynamique et Immorant. Sophie Dynamique, c'est une toute nouvelle SCPI qui a été créée en 2023, donc pour l'instant, il n'y a pas d'antécédent. Et Immorant, donc c'est aussi géré par Sophie, les deux. Immorant, c'est une SCPI qui est plutôt mal notée, moi, dans mon tableur d'analyse des SCPI avec vraiment toutes les datas, c'est éligible uniquement aux membres LBD et qui a eu une performance 2023 5%. Et alors, pourquoi elle est pas si bien notée? Elle a été créée en 1988, donc ça, c'est plutôt un bon point. Au niveau de la performance, elle a plutôt été bonne avec une performance moyenne sur les 10 dernières années de 5,4% par an. Donc en 2023 par exemple, elle a généré 5% en termes de loyer, donc 5% de rendement. Là vous pouvez voir la performance historique sur la SCPI sur différentes années. Par contre, le souci de Immorant actuellement, c'est qu'elle s'échange avec une surcote. Donc pour l'instant, tous ceux qui sont en train d'acheter Immorant achètent Immorant 5,5% trop cher par rapport à l'évaluation des biens immobiliers qu'elle détient, donc ce qu'on appelle la valeur de reconstitution. Donc la valeur de reconstitution est à 322 € alors que le prix de souscription est à 340 €. Donc on achète trop cher par rapport à ce que ça vaut vraiment. Donc c'est essentiellement pour ça qu'elle n'est pas si bien notée. C'est une SCPI qui a des bonnes performances, mais on peut trouver des SCPI avec de meilleures performances. Donc pour moi, c'est pas forcément les SCPI vers lesquels je me dirigerai de prime abord. Donc je pense que pour ce genre de patrimoine, je pense que le plus intéressant, c'est plutôt des SCPI qui vont être diversifiés, qui vont être plus opportunistes, avec lesquels je pense qu'on peut s'attendre autour de 7% de TRI. En plus, on est sur un profil non fiscalisé, puisque je pense que en termes de tranche marginale d'imposition, on est sur du 0%, vu les faibles revenus. Donc je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à faire. Il y a vraiment moyen de faire un joli portefeuille de SCPI, en tout cas, si besoin. Concernant les obligations, il y a encore une fenêtre de tir sur les fonds obligataires datés. Ça peut être aussi une option. Et puis, il y avait une question côté fiscalité. Comment optimiser fiscalement? Je pense que fiscalement, on est vraiment sur une faible imposition. Donc, il n'y a rien vraiment à optimiser fiscalement. Par contre, effectivement, si on souscrit à des SCPI en direct, là, il faudra bien anticiper et bien optimiser fiscalement parce qu'on peut avoir accès à des SCPI en assurance vie, par exemple, en direct. Donc, il y a toute une simulation à faire pour vraiment créer le meilleur portefeuille possible de SCPI. Sinon, côté objectif, ça me semble plutôt compromis quand même d'arriver à 600 000 € ou se verser 2000 € par mois de rente d'ici 10 ans, 15 ans.
c'est plutôt compromis. Je pense qu'il faut privilégier effectivement la création d'une nouvelle activité professionnelle. Ça peut être une vraie option. Il y a clairement du nettoyage sinon à faire dans ce patrimoine, des arbitrages à faire. En tout cas, bravo quand même pour le parcours et bravo pour s'être informé sur le plan financier. Et j'imagine que la situation n'était pas évidente et donc je te souhaite en tout cas bon courage pour la suite évidemment. Si vous souhaitez que j'analyse également votre patrimoine, donc vous trouverez le premier lien en description où vous aurez accès donc à tout ce tableur, vous pourrez le remplir, même pour vous si vous voulez pas me l'envoyer ensuite. Mais en tout cas, je suis susceptible d'analyser toutes sortes de patrimoines, même les plus atypiques comme ça. Donc n'hésitez pas vraiment à envoyer vos patrimoines. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que GH, donc notre abonné, devrait faire selon vous. Qu'est-ce que vous pensez finalement de son patrimoine? Et puis on se dit à la prochaine.